parler de chanter, je vais vous en chanter une. Je vous raconte une misère qui arrive un jour au roi. On parlait de l'hygiène. Cette histoire est pas forcément elle est racontée de différentes façons. Nous sommes au printemps 1686. Notre roi, qui prend quelques quartiers de repos à Marly, parce que le château de Versailles est encore en construction. C'est une fourmilière, il y a beaucoup de bruit, etc. Le roi prend un peu de repos. À Marly, ce matin de printemps 1686, il va partir, comme il a l'habitude, en carrosse, en forêt pour sa promenade. En s'asseyant sur son coussin de plumes, il se pique quelque part par là-dessous sur un petit tuyau de plumes qui dépasse de son coussin. Alors ça gratte un peu, ça pique, mais bon, le roi n'est pas un douillet, on l'emmène sur nos sièges, le roi combat, il monte à cheval et tout ça. Mais à cet endroit-là où il est souvent à cheval et tout, ça travaille beaucoup, alors peut-être est-ce déjà fragile. Toujours est-il qu'au bout de quelques jours, le roi souffre douloureusement du couronnement. Et c'est là où notre roi Soleil se voit obligé de montrer sa lune à Félix. Félix est le chirurgien de la maison médicale du roi. Et lorsque Félix examine, il va trouver ce vilain abcès mal placé, c'est cette fameuse histoire de la fistule. Alors, dans un premier temps, on va convoquer tous les apothicaires, tout cela, on va fabriquer des onguents, des pommades pour nettoyer, mais rien n'y fait. Au bout de quelques temps, Félix et ses médecins se résolvent à vouloir opérer le roi. Alors, on fait avec ce qu'on veut, avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Alors, on a mis le roi à la diète pendant 3 jours. Ce matin-là, on lui administre le lavement au clistère, vous savez ce que c'est, messieurs, dames, oui, avec quelques bonnes potions. On lui l'a mis tout nu à plat ventre sur son lit, on lui nettoie l'endroit avec une solution de miel, de clous de girofle et de vinaigre chaud. C'est pas une recette de cuisine, hein, mesdames. Et Félix, avec un scalpel, quelques lames fines, il va inciser. Ça va donner ce que ça va donner. Notre roi va rester incontinent à la suite de cela parce qu'il a taillé un peu trop fort, mais surtout la plaie ne se referme pas et le roi est bien embêté avec ça, d'où l'histoire de la chaise percée, c'est tout à fait vrai. Notre roi, après, il est obligé de laisser la nature faire, mais ça ne fait pas comme on veut. Alors, Félix a bien ennuyé, il va travailler à bistouri à lame courbe, effilée, articulée, qu'on va appeler le bistouri à la royale et qui fera école en chirurgie. Mais il lui faut un certain temps. Alors il projette de réopérer le roi, on pourrait dire en septembre-octobre. Pendant ce temps, Madame de Maintenon, Françoise d'Aubigné, la veuve Escaron, qu'il a épousée en seconde noces et en secret en 1682, oui, qui est très dévote, très pieuse, très croyante, se met en prière, elle craint pour les jours du roi. Grand Dieu sauve leur roi, grand Dieu sauve leur roi. Et elle va demander aux demoiselles de l'orphelinat de Saint-Cyr qu'elle a créé quelque temps plus tôt et qui sont gardées sous la houlette de Madame de Grignon, de composer les versets d'un petit cantique qu'on aimerait tant chanter en l'honneur de cette guérison tant espérée du roi après cette seconde opération. Une fois ceci fait, elle va présenter ses paroles à Jean-Baptiste Lully, le capitaine des grandes musiques de la cour, pour les mettre en musique. Alors, Lully se met au travail, octobre arrive, novembre, finalement, les chirurgiens sont au point avec leurs instruments, Félix en tête, même procédé, on réopère le roi et au bout de quelques semaines, le roi est enfin tiré d'affaire, la plaie est cicatrisée, au moins c'est propre. Et Lully, avec Madame de Maintenon, décide de faire une fête à Versailles en l'honneur de cela. Alors ce soir-là, on est près de la semaine de Noël. Lully envoie sa musique. Les demoiselles de l'orphelinat chantent. Je vais vous l'entonner aussi, je crois que le ciel ne va pas se crever maintenant. Grand Dieu sauve le roi, honneur à notre roi. Vive le roi. Ça vous rappelle quelque chose? Et puis la fête est finie, on range tout, la partition tombe dans un tiroir, dans l'oubli. Pas pour tout le monde. Quelques temps après nous, un certain Handel, il va souvent en Angleterre. Il commence à songer de déménager d'Allemagne pour aller à Londres, il passe plus ou moins par Paris, par Bruxelles ou par d'autres villes. Ce jour-là, il passe par Versailles, on ne sait pas par quel hasard il met la main sur la partition. Il la décrypte, il va trouver ça très joli.
Et arrivé à Londres, il l'a fait traduire par le chanoine Carré, chanoine anglais. Et c'est là où Dieu sauve le roi va devenir. Absolument. Absolument. Mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne jamais rappeler ce souvenir au sujet de sa gracieuse majesté d'outre-Manche. Et ils vous diront c'est Purcell qui a composé, ou Handel, ou d'autres. Bon, Handel a peut-être fait un arrangement. Non, non, croyez rien, je vous assure. Ils le savent, les Anglais, qu'ils doivent leur hymne national au fait qu'un jour notre roi Louis le XIVe s'est fiché de plume dans le croupion.